on a d'abord sur la région Midi-Pyrénées une grande diversité de paysages. On est une région vaste, avec des paysages très divers. On n'a pas la mer, mais après on a à peu près tous les paysages que l'on puisse imaginer sur le sud de la France. On a des identités paysagères différentes, variées, et nous n'avons pas les mêmes préoccupations selon les territoires où nous sommes. La multiplication des lotissements, la multiplication des zones artisanales et commerciales, multiplication des ronds-points, ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, qui est un désastre pour notre pays. Tous les 10 ans, l'équivalent d'un département rural disparaît sous le béton et sous le goudron. Je ne suis pas, comment on peut dire, un professionnel de la biodiversité, mais je pense que c'est très facile de comprendre qu'il y a beaucoup d'interactions entre tout ce qu'on trouve dans la nature, et la nature est très vite perturbée dès que l'on touche à un aspect ou à une espèce particulière en faisant des aménagements. Au plan européen et national, il ne reste plus que 2 à 3% des forêts qui n'aient pas été touchées par l'action anthropique de l'homme, que 50% des milieux humides ont disparu, que sur le territoire du parc, précisément 800 espèces sont menacées, parmi lesquelles 40% des serpents, 40% des oiseaux, 40% des papillons. C'est quelque chose de considérable. Il y a effectivement aujourd'hui en France des couloirs, des cloisons qui sont créées. Je pense aux autoroutes, qui sont des espaces, certes pas très larges, mais clôturés de part et d'autre, qui sont des véritables frontières créées par l'homme, qui sont venus diviser les territoires pour les animaux. Les corridors biologiques, ce sont des connexions naturelles. Voilà. Donc on essaye de rechercher des connectivités entre des écosystèmes, entre des habitats. Voilà. Et la logique est d'essayer de limiter les coupures et essayer de créer un maillage. La trame bleue et la trame verte sont des outils pour permettre ce maillage territorial qui permettra la liaison pour toutes les espèces végétales et animales sur un territoire pour préserver leur cadre de vie, leur développement, leur reproduction et vivre bien avec tout ce modèle de biodiversité que nous avons. C'est vraiment une richesse. La trame verte et bleue, ça peut être un objet, une base structurante pour des projets à venir. La principale idée, c'est de ne pas diviser l'espace naturel. Et quand il faut le faire, quand il y a besoin de gérer un espace, le faire avec la plus grosse préoccupation environnementale, en sachant qu'il faut arriver à concilier les besoins de l'humanité et les besoins de la nature, quoi. Ça ne veut pas dire ne pas urbaniser du tout, mais urbaniser de manière intelligente, c'est-à-dire sur les lieux qui ne sont pas des lieux de passage de la biodiversité. Il se trouve que depuis la loi Grenelle 2, les régions ont aussi à coélaborer avec les services de l'État les schémas régionaux de cohérence écologique. Donc notre région Midi-Pyrénées s'est engagée dans cette démarche de façon volontaire, et nous avons depuis déjà un peu plus d'un an, je pense, commencé à travailler sous forme d'ateliers pour définir notre propre schéma régional de cohérence écologique. Donc c'est la définition effectivement du réseau écologique de notre territoire, donc des trames vertes et bleues qui seront repérées dans un premier temps, préservées, voire restaurées, confortées en fonction des nécessités. C'est prendre conscience d'abord de la richesse qu'on a. Nous contribuons à la mise en place concrète et respectée aussi de cette trame verte et bleue. Parce que sans traduction dans le document d'urbanisme, la trame, on peut toujours en parler, mais il n'y aura pas d'effet
très concret à ce sujet. Nous avons identifié ces continuités écologiques qui permettent de relier les cœurs verts et qui sont nécessaires pour permettre le passage de la biodiversité, en particulier de la faune. Et donc l'objectif, c'est de préserver ces sites-là. Donc on est en ce moment dans un contrat qui vient d'être signé avec la région Rhône-Alpes. Et donc on est sur une phase d'étude, c'est-à-dire qu'on a identifié ces corridors, et on veut vérifier leur fonctionnalité. Pour ce qui nous concerne, le SCOT a établi un plan numéro 1, qui est un plan général du SCOT, dans lequel sont identifiées les zones urbaines, les zones agricoles et les espaces naturels. Nous avons donc reporté ces corridors sur ce plan numéro 1 du SCOT. Et aujourd'hui, donc, les PLU sont en train de se mettre en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. Ça signifie par exemple un zonage spécifique avec un indice corridor écologique qui permet d'avoir des actions de préservation sur ces sites. À partir de l'élaboration d'une carte des unités paysagères de l'ensemble du pays d'Autan, ont été tracés des indicateurs de continuité qui ne sont pas contraignantes, qui sont simplement un fléchage de ce qui serait souhaitable d'avoir entre ces unités paysagères dans le SCOT. Les communes sont tenues de réviser leur plan d'urbanisme et de les rendre compatibles avec ce qui a été voté dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. La plupart des communes qui sont en révision actuellement tiennent compte ou font des diagnostics qui vont leur permettre d'élaborer ou de localiser mieux ces couloirs de continuité écologique pour les faire figurer dans leur plan d'urbanisme. En 2005, nous avons commencé à travailler sur le SCOT et pour venir donc sur le sujet de la trame verte et bleue, ça a été pour nous dès le départ un outil de planification. C'est-à-dire que nous avons pris le parti de ce qu'on appelle le regard à l'envers, c'est-à-dire de travailler sur la cartographie de tout ce qui pouvait exister sur notre territoire, d'enjeux concernant les grands couloirs, bien sûr, de trame verte et bleue, mais aussi comment étaient interconnectés ces différents corridors. Nous sommes donc un territoire très rural, en pleine mutation sous la pression urbaine. C'est pour ça que nous nous appelons aussi la Gascogne toulousaine. Nous avons beaucoup travaillé sur notre identité et nous tenons à notre identité rurale et agricole. Dans le SCOT, nous avons prescrit que 79% de notre territoire devrait être réservé à l'agriculture, donc les zonages vont être en conséquence. Une fois que le diagnostic territorial a été effectué, on a ciblé sur le PLU par une révision générale de notre règlement urbain les zones en jeu, et donc on a protégé grâce à ce diagnostic les territoires qui nous semblent nécessaires pour que ces espèces puissent vivre et se reproduire, se nourrir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous avons remarqué la nécessité de faire le lien entre ce qui est finalement la stratégie à l'échelle intercommunale et le côté opérationnel très concret que vont avoir à mettre en œuvre chacune des collectivités. Donc on s'est doté, on vient de lancer un cahier des charges pour faire une trame verte et bleue et un diagnostic agricole complémentaire qui sera à la fois à l'échelle de l'intercommunalité et qui va nous permettre de juger et d'analyser tous les outils opérationnels qui vont pouvoir être utilisés. Nous nous situons ici sur l'un de ces corridors, le corridor écologique qui rejoint la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire au parc naturel du Pilat. Et nous sommes sur un endroit problématique puisqu'il y a la traversée de cette route départementale qui fait problème pour la faune. Et nous sommes sur un ancien viaduc ferroviaire où on imagine réaliser un passage à faune. Donc l'idée serait de réaliser un système de haies qui permettrait d'orienter la faune dans cette direction et qui faciliterait le passage, alors qu'il est évidemment très problématique sur la départementale. Dans notre plan local d'urbanisme, la prise en compte de la trame verte et bleue pourra se voir par différentes volontés que nous allons mettre dans notre règlement, qui consiste pour certains endroits de la commune à faire des clôtures avec des grillages et des mailles assez grandes pour que certains animaux puissent passer, que ça ne constitue pas des barrières. Nous voulons aussi garder le caractère bocager de la commune et dans
Le zonage, nous avons bien sûr pris en compte des corridors écologiques, notamment nous sommes ici sur un endroit assez spécifique et représentatif de ces corridors qui vont nous permettre de laisser des espaces naturels entre les espaces bâtis, anciennement urbanisés ou nouvellement urbanisés. Cela a dû entraîner un certain nombre de choix cornéliens, où nous avons donc dû déclasser certaines zones de future urbanisation, mais aussi des zones urbaines. Nous avons fait une après-midi à la campagne avec les élus. Nous avons pu aller voir les arbres de notre commune, et notamment des vieux arbres qui abritent tout un tas de colonies de coléoptères, de petites bestioles qui, pour certains, peut-être pour moi aussi, au préalable, pouvait paraître tout à fait sans importance, et on a pu s'apercevoir que l'impact de ces coléoptères, quand ils sont présents dans un territoire, il est très très important sur la présence de champignons, la présence de fruits, et donc la prise en compte des vieux arbres ou la préservation des vieux arbres sur notre territoire est aussi quelque chose qui va être traduit dans le plan local d'urbanisme et qui est issu de la prise en compte de la trame verte et bleue. En matière de passage à faune, sur les infrastructures routières, on en dénombre principalement 3. Le plus commun sont des passages réalisés par fonçage sous les routes, qui sont des petits tunnels, notamment pour la petite faune. Et puis vous avez un autre type de passage à faune qui sont des ponts à faune, qui sont faits souvent sur des grosses infrastructures. Et puis vous avez une troisième famille d'aides au passage à la faune, qui sont les feux à faune, qui sont des radars par caméra orientés en direction de la nature. Et lorsqu'un animal, une grande faune, est en approche, le radar va la détecter et va indiquer par un signal sonore ou un signal visuel à un automobiliste qui serait en approche qu'une faune arrive. Ce territoire d'à peu près 1 km de large de zones humides et de zones naturelles sépare donc l'ancienne urbanisation de la nouvelle urbanisation que vous voyez ici, le long de ce coteau. Nous sommes donc au cœur de l'espace urbanisé. Au sein de cette zone humide, la commune, sur une partie donc de son parcellaire, a créé ces jardins familiaux pour avoir un espace nourricier et un espace de jardin pour les habitants des HLM. La commune de Hens, donc à mon arrivée, quand j'ai été élu, nous avons décidé et pris la décision très importante, importante aussi au niveau de l'impact pour les autres communes, de supprimer tout produit phytosanitaire, tout traitement. Donc en fait, vous pouvez le voir dans les rues ne sont pas désherbées. Bien sûr, c'est une préoccupation importante des résidents, parce que les temps modernes ont ancré dans notre quotidien qu'il faut absolument nettoyer. Et pour nettoyer, il faut enlever l'herbe. J'ai réussi à convaincre la population ici, localement, que l'herbe ce n'est pas sale, c'est une économie importante. On a fait d'abord un questionnaire élargi auprès de la population. On les a associés à travers des commissions de travail avec effectivement des représentants des entreprises, des représentants donc des habitants, les agents administratifs ou effectivement des services techniques de la collectivité. Et on les a associés pleinement à ces démarches et tous ont foncé vers cet objectif parce qu'il est d'intérêt général. Les agriculteurs ont été, dès le début du plan local d'urbanisme, intégrés dans la démarche. Nous avons volontairement fait un diagnostic agricole avec l'ADASEA du Lot. Le diagnostic agricole a été rendu public aux agriculteurs dans les premiers mois du plan local d'urbanisme. Et ensuite, au même titre que la population, la profession agricole a été invitée aux réunions d'information où il y avait des thèmes abordés sur la trame verte et bleue. Donc eux aussi ont pu poser des questions et commencer à comprendre les intérêts qu'il y avait de préserver la biodiversité sur notre territoire pour l'agriculture,
pour les pollinisations d'arbres fruitiers, pour l'entretien de toutes les espèces qui peuvent bénéficier à l'agriculture en général. Et ce n'est pas antagoniste d'avoir de l'agriculture et de vouloir préserver la biodiversité sur un territoire. C'est vrai que quand on dit SCOT, trame verte et bleue, ce sont encore des mots qui font peur aux gens, ils ne savent pas trop quoi mettre derrière. Mais finalement, ce sont des traductions qui se font par l'échange. Puisque il faut d'abord connaître le territoire. Pour le connaître, c'est le partager, le vivre ensemble. Donc finalement, ce qui va être une traduction n'est pas aujourd'hui une contrainte. Elle est le résultat de quelque chose qui fait finalement consensus. C'est non seulement une nécessité, mais c'est même pas la peine de parler de trame verte et bleue sans cette co-construction. Parce que de toute façon, c'est les usagers du terrain qui savent comment elle fonctionne parce qu'ils l'utilisent tous les jours. Mettre en place une trame verte et bleue est une facilité tout simplement parce que ça permet de préserver les atouts d'un village, déjà sur l'aspect macroscopique, c'est-à-dire l'aspect global, en préservant nettement ces espaces et en préservant nettement ces paysages. En dessous des fermes que nous voyons, donc il y aura comme un fil d'Ariane en fait, comme un petit peu un cordon ombilical entre le centre du village et la réserve naturelle régionale. Et là pareil, ça sera une grande allée boisée et progressivement nous allons rentrer dans les fameuses remontées boisées. Nous en voyons quelques-unes au fond qui sont intéressantes là aussi. Donc là ce sont des aspects très concrets qui traduisent donc réglementairement des aspects à la fois sensibles mais à la fois des aspects donc économiques, on peut en parler avec l'agriculture, des aspects pratiques avec les déplacements et également des aspects de vivre ensemble. Sans ces espaces, nous ne pouvons pas avancer, on a besoin de ces espaces-là. Nos administrés ont besoin de trouver un cadre de vie qui leur convient et beaucoup de familles, bien entendu, souhaitent avoir des espaces qui permettent ces enjeux-là pour les générations futures. Et donc les élus doivent prendre en considération cette dimension pour le cadre de vie. On a tous envie d'avoir un cadre voilà, où on est bien ensemble, où on peut se promener, partager et voir la nature autour de nous prendre cette dimension positive pour les familles. C'est une zone d'agrément souvent pour des populations, des zones de loisirs, de promenade ou aussi de liaisons douces souvent qui peuvent être constituées, soit pédestres, soit quelquefois quand c'est aménagé, cyclable, soit VTT ou autre. Le maintien de cette biodiversité est utile à l'homme pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que pour les médicaments futurs à venir, pour la richesse et la diversité du vivant, pour maintenir une agriculture qui puisse se pérenniser dans le temps. L'intérêt est vaste et je pense que les populations en sont convaincues. De plus en plus, les grandes villes développent les notions de marketing territorial. Alors derrière ce gros mot se cache une réalité, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé, contextualisé, et donc il faut pouvoir se démarquer. Et la nature est aussi un moyen de se démarquer. Chez nous, la nature est plus verte qu'ailleurs. On essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus attractive possible. Et le développement de continuité, c'est aussi permettre des coupures vertes, de grands espaces dégagés, une agriculture qui fonctionne, des produits locaux, des produits sains. Tout ça contribue à une image du territoire. Le projet de la trame verte et bleue, c'est couplé avec un projet social sur une cité sur laquelle il avait été repéré des difficultés intergénérationnelles et interculturelles, des problèmes de voisinage, voilà, et puis un cadre de vie assez peu agréable pour les habitants. L'idée, c'est donc de créer des parcelles de jardinage assorties de formation et d'accompagnement au jardinage naturel au cœur de la cité, des espaces nourriciers avec des bacs à herbes aromatiques, médicinales, des vignes, des kiwis. Ce qui est aussi intéressant dans ce projet et ce qui le rend passionnant, en tout cas pour le travailler, c'est qu'il a été construit avec les habitants dès son émergence. La notion de vivre ensemble, c'est pas simplement entre êtres humains, mais c'est aussi entre les êtres humains et les éléments de l'environnement qui nous aident à vivre, j'allais dire. Alors, par rapport aux politiques précédentes, la trame verte et bleue, c'est un projet d'envergure qui prend en compte tous les aspects de l'environnement
qui prend en compte aussi les besoins de l'homme, puisque l'homme aussi doit vivre sur ce territoire et doit se développer. Et donc il prend l'un et l'autre, à la fois la protection et le développement, ce qui pour un parc est très intéressant. Et j'ajoute que l'alternative à l'heure actuelle, elle est la suivante. Que faut-il faire? Faut-il dédier des zones à la protection de la nature et dédier d'autres zones aux productions agricoles intensives et à l'urbanisation, ou faut-il intégrer les deux de manière harmonieuse? Pour ma part, je plaide pour la seconde solution, d'où l'intérêt de la trame verte et bleue. Pendant trop longtemps, on a cru ici en milieu rural que le salut venait soit parce qu'on nous installait des usines, soit parce qu'on pouvait accueillir de la population et que donc on avait de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, etc. Voilà, donc il faut un petit peu, de la même façon que sur les paysages, on dit qu'il faut un peu inverser les regards, et c'est pareil sur le développement d'un territoire. Il y a plusieurs façons d'envisager le développement de ce territoire, ce n'est pas univoque. Donc l'étalement urbain doit se gérer avec des objectifs très clairs. Là encore, le développement durable doit prendre toute sa dimension. C'est en fait un raisonnement de bon sens. Quand nous avons un noyau urbain, on essaie bien entendu d'optimiser tous les réseaux et les services qui sont à disposition des habitants. Donc l'idée, c'est d'éviter cet étalement qui, à un moment donné, a détruit ces richesses de patrimoine naturel, et aujourd'hui de recentrer la densification urbaine sur le noyau déjà existant et de faire évoluer progressivement autour du pôle central l'habitat. C'est pas incompatible avec la réalisation de l'espace naturel sensible qui jouxte cette zone. Au contraire, nous, au niveau de la commune, nous avons voulu faire en sorte que la forêt alluviale elle soit préservée à proximité justement de la zone d'activité. S'ils sont donc en charge des affaires de leur village et s'ils aiment leur village, s'ils aiment les gens avec qui ils vivent, s'ils aiment leur famille, qui posent un regard inversé sur leur village pour notamment mettre en évidence leur patrimoine. Chaque village a un patrimoine, et faire en sorte que des choses qui paraissent quelquefois futiles comme une prairie sèche ou une friche fleurie puissent être fondamentales dans l'organisation de la vie de la cité. Tout élu de la République, tout fonctionnaire ou toute personne attachée à une mission de service public doit se préoccuper du développement soutenable de ces espaces dont il a la responsabilité. Tout comme répondre à l'usager, il y a aussi, je pense, nous avons l'obligation de respecter, de pérenniser, d'améliorer les espaces naturels, agricoles, tous les espaces du cadre de vie qui nous entourent. Ça doit être une priorité de profiter de la compétence de la gestion de l'aménagement pour pouvoir intervenir sur ces espaces et les protéger, les améliorer, car le cadre de vie, c'est l'avenir. C'est un devoir au niveau des communes également. Élus, on a la responsabilité de préserver justement. Le mot préserver, c'est extrêmement important. En tant que maire, je ne me considère pas maire à vie. Je ne suis que de passage sur la commune, je ne suis que de passage pour continuer. Il s'agit de se poser la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut laisser aux prochaines générations, à nos enfants. On s'aperçoit qu'un espace naturel très préservé peut être détruit très très vite. Je dirais deux citations. La première, elle émane de Sitting Bull, qui disait la chose suivante. Lorsqu'ils auront pêché le dernier poisson, lorsqu'ils auront coupé le dernier arbre et lorsqu'ils auront pollué la dernière rivière, ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas. Et la deuxième, qui est de Saint-Exupéry, et que je trouve fort belle, il nous disait que la nature qui est la nôtre, nous ne l'héritons pas de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc si j'avais un message à donner aux autres élus, c'est que la biodiversité, c'est le plus beau des combats du siècle à venir. Ce n'est pas un combat de riches ou de nantis,
mais c'est un combat nécessaire à la pérennité de l'homme sur la planète. On n'a plus le choix, il faut protéger ces territoires. Donc j'invite tous mes collègues, confrères et consoeurs à prendre cette dimension en cause. On a des personnes formidables qui peuvent nous aider aussi à connaître nos territoires sur des choses un petit peu plus techniques, qui peuvent nous aider à participer à ça. Donc c'est très simple, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, on a besoin de ces enjeux et de protéger nos territoires. Allons-y.